Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Vérif signé 7ème dimension. Alors c'est la première Vérif de 2022, donc comme c'est la première Vérif, je vous souhaite mes meilleurs vœux à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, pour cette année 2022. Merci encore d'être toujours plus nombreux, plus nombreuses à écouter ce fabuleux podcast. Voilà, donc vous sentez que mes mollets sont en train d'exploser, que ma tête ne passe plus la porte. Donc, on est en 2022 et j'attaque en fait la 3e saison du podcast de 7ème dimension, donc c'est chouette, je suis content. Voilà, donc le mec est content, voilà, souvent il le dit, donc voilà, je suis content. 3e saison, on n'est pas loin de fêter les 2 ans du podcast. J'ai envie de vous dire, c'est une affaire qui roule, c'est un rendez-vous que, en tout cas pour ceux qui écoutent, vous ne manquez pas au fur et à mesure, donc merci en tout cas déjà pour le soutien, pour les écoutes et pour les retours en fait sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais en fait en 2022 ? Voilà, au niveau de la vérif. Alors oui, effectivement, il y avait quand même une organisation, hein, pour ceux qui ont l'impression qu'il n'y en avait pas, entre les commandes, ce qu'on reçoit, etc. Et je me suis dit, effectivement, vous avez compris l'amour que je porte pour ce réalisateur fantastique qu'est Michael Mann, et j'aurais pu faire une émission spéciale, un podcast spécial de Michael Mann, mais je me suis dit que Michael Mann mérite en fait que je traite chacun de ses films l'un après l'autre. Donc dans la Vérif cette année en fait, il y aura chacun des films de Michael Mann et je pourrais même faire une playlist sur YouTube et notamment sur SoundCloud pour compiler en fait toutes les chroniques de tous les films de Michael Mann. C'est beau. Et je chroniquerai même La Forteresse Noire que j'ai dans un repack des familles en 1080p parce que bien entendu il n'est toujours pas disponible dans notre contrée dans une qualité et dans une édition qui soit satisfaisante, donc ça sera une chronique d'un repack. Voilà, donc je citerai aussi mes sources. Donc voilà, donc je me suis dit, quitte à commencer en fait, donc bien entendu, j'ai d'autres choses qui viendront dans la vérif, hein. Il y a du Loup-garou de Londres, hein. J'ai presque envie de vous dire que la prochaine vérif, quand je vois le temps qu'il fait à l'extérieur, on se croirait dans le Loup-garou de Londres, hein. Je me demande si c'est pas la vérif qui va arriver en suivant. Mais en tout cas, cette année, en 2022, j'aurai bouclé en fait tous les films de Michael Mann. Donc imaginez qu'il y aura au moins 1 heure par film, donc je vous laisse imaginer bout à bout ce que ça peut donner. Donc pour les insomniaques, vous pouvez vous faire une nuit blanche en enchaînant toutes ces chroniques. Mais avant toute chose, je tenais aussi à positionner aussi l'amour que j'ai pour ce film qui est à cœur en fait, parce que personne ne l'aime, donc il est peut-être
tant que quelqu'un en parle correctement, même certains fans en fait de Michael Mann n'aiment pas forcément ce film, donc on va essayer de comprendre. Voilà. Enfin, en tout cas moi, je vais essayer de vous en parler d'une certaine manière. Et j'espère que à travers le prisme que je vais adopter, peut-être ça vous donnera envie de le revoir et peut-être vous réconcilier avec ce film qui a été en fait après La Forteresse Noire son plus gros bid en fait au box-office. Donc le plus mauvais accueil, le plus mauvais retour critique, et ça c'est à n'y rien comprendre. Donc j'avais annoncé sur les réseaux sociaux que c'était plus ou moins la suite spirituelle de Miami Vice, et on verra aussi pourquoi. Mais dès à présent, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, nous, en tout cas moi, 7ème dimension, j'avais laissé Monsieur Michael Mann avec Miami Vice en l'an de grâce 2006, voilà, qui avait été, c'était pas un four, hein, mais c'était pas quand même une affaire très rentable, Miami Vice, et du coup en 2009, Monsieur Mann enchaîne avec une adaptation, un film historique, toujours un film de gangster, mais en s'attaquant en fait au polar des années 30 et en adaptant en fait la vie de John Dillinger. Donc ça s'appelle Public Enemies, ça débarque en 2009 et il y a quand même déjà un sacré casting. Donc Johnny Depp dans le rôle de John Dillinger, hein, Christian Bale donc dans celui de l'agent du FBI qui va lui courir après, et nous retrouvons aussi Marion Cotillard, Stephen Lang, Stephen Dorff pour on va dire les acteurs les plus visibles dans le film. Il y en a bien d'autres, hein, bien entendu, dans des seconds rôles, dans des 10e rôles, mais un bon casting pour un film budgété à $100 millions. C'est quand même pas non plus un budget de malade, mais quand on voit le travail qui est fait à l'image, la reconstitution de certaines ruelles, de certaines villes, toute cette époque-là, c'est quand même fastueux. On sent que chaque dollar est correctement investi, et bien entendu, c'est un film aussi, et c'est peut-être ça aussi qui a pu déstabiliser à l'époque, c'est un film d'époque, mais tourné en caméra numérique, donc avec l'image que Mann travaille depuis, on remonte, hein, depuis au moins Collatéral. Donc un film budgété à $100 millions et un retour sur investissement plutôt correct. Donc c'est un film qui rapporte 214 millions. Donc avec le budget promo, donc c'est pas le coup du siècle, mais ça reste un film rentable. Donc effectivement, à ce niveau-là, on peut dire qu'il rattrape un petit peu la sauce et le mauvais accueil qu'avait eu Miami Vice à l'époque. Donc là, on est en 2009, et donc c'est 6 ans après qu'on retrouve en salle Monsieur Michael Mann pour, au final, un film... Alors, sur le papier qu'on n'attendait pas forcément de sa part, mais quand on va creuser un petit peu ensemble, vous allez voir que ça rentre typiquement dans les obsessions et dans le style de Michael Mann. En même temps, c'est le con, tu sais. En même temps, si lui il réalise le film et qu'il en signe la prod, effectivement que ça rentre dans ses canons. Hein. Donc, ce film a un retitrage anglais à la con. Voilà, donc en France, on aime bien faire ça. Je prends toujours ce cas de figure où, vous savez, toutes ces comédies qui ont été appelées à un moment donné Very Bad quelque chose. Voilà, Very Bad Thing, Very Bad Trip. Donc, vous avez vu ce super accent, je le travaille pour l'année 2022. Et en fait, oui, derrière Very Bad Trip se cache The Hangover, en fait. Ce qui n'a rien à voir du tout. Hein. Que complet. Et donc, pour un film qui s'appelle en version originale Black Hat, donc chapeau noir, si on traduit littéralement, nous en France on l'appelle Hacker. Voilà. Donc oui, parce que Black Hat ça parle pas, et du coup on va dire voilà, attention, on va vous le vendre sur le côté techno-thriller, donc on va appeler ça Hacker. Et c'est pas comme si il n'y avait pas déjà 10 000 films qui s'appelaient Hacker ou Hackers, retitrés ou pas, en France, hein, voilà. Donc de mémoire, il y en a au moins 2, dont un avec quasiment les débuts d'Angelina Jolie au cinéma, hein, voilà, donc qui était brune, et c'était après, si je dis pas de bêtises, un Albert Pyun, il me semble, je sais plus lequel c'était, je crois que c'était Cyborg 2 ou une connerie comme ça. Donc voilà. Donc on décide de le retitrer, donc déjà tu sens que ça
pue un peu du cul, donc voilà, bah oui, il faut dire un peu de vulgarité, on n'a pas atteint les 10 minutes, il faut déjà commencer. C'est un film qui rentre globalement dans la même durée que les films qu'il a l'habitude de faire, hein, hormis, bien entendu, on n'est pas sur un rush de 3 heures, mais on est sur un 2h13, donc Public Enemies était déjà dans le même créneau, donc et Miami Vice en version longue en rajoutant 3 minutes, ça fait à peu près la même durée, donc on est vraiment sur de l'artisanat, hein, donc là-dessus, merci monsieur Mann, hein, vous respectez un peu les clous. C'est un budget moindre par rapport à Public Enemies, on est sur 70 millions de dollars, ce qui est assez étonnant pour un film qui est tourné en décor naturel, comme d'habitude, dans 3 pays, même sur 3 continents différents, donc c'est-à-dire les États-Unis, la Chine et l'Indonésie, donc avec Los Angeles, Hong Kong et Jakarta. Donc voilà. Et c'est pour ça aussi que déjà visuellement, au niveau des déplacements, de la situation géographique, en fait, on retrouve en fait ce côté un petit peu voyage à l'international, le côté connexion en fait qu'avait déjà Miami Vice. Hein. On sent en fait, quand vous regardez Miami Vice et vous regardez ce film-là, on sent en fait qu'il a creusé avec ce film-là un des côtés qu'il y avait déjà dans Miami Vice, qui était ce côté où, à un moment donné, il arrivait dans cette espèce de triangle du trafic de cocaïne, où on voyait déjà en fait des trafiquants s'échanger des données par clé USB, etc. On sent déjà, en 2006, les prémices de ce que sera Black Hat, en fait. Hein. Parce que, bien entendu, quand on travaille sur un projet cinématographique, qu'on écrit le scénar, qu'on chapeaute une prod, ça s'écrit pas du jour au lendemain. Donc dites-vous bien que quand il fait Miami Vice, il a déjà Public Enemies plus ou moins sur les rails et Black Hat dans un coin de sa tête, même si ça ne s'appellera pas Black Hat. Donc ce film est on va dire est issu d'une investigation, hein, comme d'habitude, hein, Michael Mann, quand il s'adresse, quand il va creuser un sujet spécifique, c'est qu'il aura mené quand même, c'est qu'il a un intérêt et qu'il aura fouillé en amont. C'est ce qu'il avait fait pour The Insider, hein, pour Révélation en version française. Et effectivement, là, ça part d'un scénario original, mais qui est ce scénario original, c'est-à-dire que c'est plus ou moins inspiré d'un bouquin sur le hacking et aussi de revues de presse, d'articles en fait, au niveau de hackers célèbres aux États-Unis. Voilà. Alors, effectivement, on rentre dans un sous-genre du thriller, le techno-thriller. Et le techno-thriller, c'est un peu casse-gueule comme principe. Alors pourquoi ? Parce que c'est créer du stress à partir d'un truc qui est pas stressant. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on prend par exemple l'affaire Pélican ou Harcèlement, hein, voilà, les techno-thrillers des années 90, c'est une personne derrière un clavier et un écran et qui tape du code. Donc faut rendre ça sexy et attrayant. Et ça c'est très compliqué. Voilà. Je pense notamment à l'un des pires nanars. Voilà, c'était déjà sorti, c'était un nanar instantané qui est Opération Espadon, avec Hugh Jackman dans le rôle du méga hacker. C'était complètement con. Et c'est vrai que le hacking, voilà, donc l'acte de montrer quelqu'un en train de taper sur un clavier, c'est un truc qui est apparu dans les années 90 et c'est le nec plus ultra aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous faites un thriller ou un film d'espionnage ou ce que vous voulez, il y a toujours un gars au clavier en fait. Voilà. Il y a toujours un gars derrière le clavier. Je pense surtout au 4e Die Hard, qui au final n'est pas si nul que ça. Déjà quand on le compare au 5, c'est quasiment un chef-d'œuvre, mais quand on le revoit, il y avait quand même une idée de génie d'associer l'hétéro-binaire de base qui est Bruce Willis au monde moderne, c'est-à-dire Internet, l'informatique, etc. C'était pas trop con, voilà. Et donc ça, voilà. Donc il y a déjà ce truc-là qui était en sous-main dans le 4e Die Hard. Donc effectivement, le techno-thriller, c'est casse-gueule parce qu'on doit montrer des actions répréhensibles juste en appuyant sur des touches, voilà. Et en plus et de rendre ça intelligible pour le commun des mortels, hein. Faut penser à la ménagère de moi 50 ans et Monsieur Tout le Monde, hein, qui se retrouve au cinéma et qui pour lui on va dire l'ordinateur ça se résume à YouTube et à Facebook. Donc faut rendre ça dangereux, intelligible, donc c'est toujours très casse-gueule à ce niveau-là visuellement. Donc on verra après si Michael Mann s'en sort ou pas. Donc pour ce techno-thriller
thriller au casting, et ben effectivement, comme on tourne dans 3 régions du globe spécifiques, et ben on se retrouve avec un casting international. Il pousse un peu plus le vice que ce qu'il avait tenté de faire en fait avec Miami Vice. Donc on a une équipe qui est constituée quasiment de 2 hommes, 2 femmes. Ça pourrait être du coup on pourrait le comparer à Miami Vice aussi. C'est pareil. C'est 2 hommes, 2 femmes. Et on retrouve aussi cette volonté de mixer, et ça j'aime bien aussi, de mixer des actrices asiatiques ou des acteurs asiatiques avec des acteurs américains, et alors voilà, donc il y a un côté multiculturel qui est intéressant. Alors bien entendu, effectivement, si on n'est pas trop con, on a compris que cette multiculturalité, oh là j'ai bien sorti quand même, qui apparaît dans le casting, est aussi pour démontrer que grâce à Internet, grâce à la technologie, tout le monde est connecté. Donc on arrive à relier. On pourrait même faire un comparatif avec Sense8, parce que c'est plus ou moins ce que tu es en train de faire, d'ailleurs la même année au final, les sœurs Wachowski avec Sense8, c'est d'interconnecter en fait plusieurs régions du globe. Donc voilà, on pourrait le regarder sous cet angle. Je sais pas ce qui s'est passé dans l'année 2015, mais il y avait cette volonté au niveau des créas d'interconnexion en fait, à la fois visuelle et à la fois géographique, et par la technologie. Donc, au niveau du casting, on retrouve un acteur pas forcément attendu chez Mann. Voilà. Bon, en même temps, Tom Cruise n'était pas forcément attendu, comme Will Smith non plus. Donc, on retrouve Chris Hemsworth dans le rôle principal du hacker Nick, donc alias Nicholas Hathaway. Alors, Chris Hemsworth. Donc, voilà. Alors, on pourrait le résumer à la brute épaisse de base de n'importe quel actionneur bourrin d'aujourd'hui. Donc, si on cite Tyler Rake et son rôle de Thor dans les Avengers, mais ça serait très réducteur pour un acteur qui a plusieurs cordes à son arc, et notamment au niveau comique. C'est quelqu'un d'assez drôle qu'on peut retrouver dernièrement dans le dernier Kevin Smith, voilà, dans son propre rôle, ou même dans le très mauvais SOS Phantom, voilà, donc le numéro 3, l'officieux, entre guillemets, donc la version féminine. Mais effectivement, c'est un acteur qui mérite, et on peut le voir notamment dans Rush, et dans les Star Trek, dans le premier Star Trek de J. Abrams, mais c'est un acteur qui est méritant, et qui du coup est très très bien employé dans le film de Mann. Donc aux côtés de Chris Hemsworth dans le rôle, parce qu'il y a un côté un peu buddy movie dans le rôle du pote d'enfance, on retrouve un acteur du coup hongkongais, donc Wang Ling-on, voilà, donc, j'essaye de bien le dire, voilà, dans le rôle de Shen Dawei, voilà. Oui, je me suis lancé dans la merde, j'ai décidé de chroniquer hacker avec son casting hétéroclite, donc on y va, voilà. Donc lui qu'on a pu voir chez Stanley Tong dans China Strike Force, donc très fréquentable comme film, et Avenging Fist de Andrew Lowe notamment, voilà. Donc là j'ai noté, je vous ai noté à peu près les films déjà d'une que j'avais vu, et de 2 qui étaient notables dans sa filmographie. Dans le rôle de sa sœur, alors me demandez pas pourquoi, c'est très intéressant, parce qu'à l'écran ils sont frères et sœurs, mais ils ont pas le même nom de famille, et pourtant elle n'est pas mariée, voilà. Donc bon, si en commentaire vous me trouvez la solution, je suis preneur. Ça sera comme pour la saga Rocky, pour les enfants d'Apollo Creed qu'on ne voit pas dans les Creed, voilà. Mais il avait des enfants quand même, Donc dans le rôle de sa sœur, l'actrice, je vais y arriver, Tang Wei, voilà, qui est dans le rôle de Lien Chen, donc voilà, lui s'appelle Chen Dawei, et elle, Lien Chen, donc attendez, je viens de me rendre compte de quelque chose en direct, parce que comme j'ai pris les noms sur le wiki, ils ont inversé en fait. Donc c'est le pur exemple pour vous montrer que le wiki est ultra raciste en fait. Donc c'est Dawei Chen et Lien Chen. Voilà, donc j'ai trouvé la réponse à ma question, c'est juste génial. Donc voilà, donc pour vous dire que il est tellement bien, il est tellement aimé ce film que sur le wiki, ils sont même pas capables d'écrire le nom dans le bon ordre. Donc voilà, donc c'est la famille Chen, voilà. Donc vous avez même pas besoin de me le mettre en commentaire. Et donc Tang Wei, alors c'est un mannequin à la base, et on a pu la voir dans Lust and Caution d'Ang Lee.
et dans le Office de Johnny To en 2016. Voilà, donc très mimi cette actrice, et notamment dans le film de Michael Mann. Hein. J'ai envie de vous dire que c'est une variante un petit peu de ce qu'a pu faire Gong Li dans Miami Vice, donc on continue dans la même lignée. Alors, du côté, parce que là, en fait, ces deux acteurs vont représenter, en fait, les deux personnages vont représenter, on va dire, l'équipe dépêchée par la Chine. Et du côté américain, nous aurons Viola Davis dans le rôle de l'inspectrice Carol Barrett. Et Viola Davis, bon, vous l'avez vu, immense actrice afro-américaine que vous avez pu voir dans 1 million de films et surtout actuellement dans How to Get Away with Murder. Voilà, donc la série que vous pouvez retrouver sur Netflix. Ensuite, nous pourrons citer Holt McCallany, que vous avez pu voir dans Fight Club et Mindhunter. Donc ouais, il a une bonne trogne pour jouer quoi, les rangers, les shérifs, les flics, tout ce que vous voulez. Bah là, lui, il joue le rôle du ranger. Voilà, Mark Jessup, qui va escorter tout au long de son périple le personnage de Nick Hathaway. Et je voulais le citer, bon, il a un rôle qui n'est pas forcément important, mais nous retrouvons cette trogne de José Hierro, donc l'acteur John Ortiz, donc du bon côté de la loi cette fois-ci, dans ce film-là. Voilà. Donc, voilà pour le casting hétéroclite du film. Maintenant, rentrons dans le détail et voyons ce que ça raconte. Et bien en fait, du coup, Hacker, alias Black Hat, et ben ça va raconter en fait le piratage, donc ça commence comme ça en fait, le piratage d'une centrale nucléaire en Asie, voilà, donc notamment du côté de Hong Kong, donc le piratage de cette centrale nucléaire qui déclenche une catastrophe. Et à ce moment-là, en fait, donc l'équipe en place, hein, qui s'occupe de la cybercriminalité du côté de la Chine, voilà, se rend compte, voilà, le spécialiste incarné du coup par Wong Li-on, se rend compte en fait qu'il y a eu piratage déjà d'une, voilà, que donc c'est volontairement insidieux, et que de deux, dans le bout de code qui a été utilisé, il reconnaît une partie du code développé en fait par son camarade de chambrée pendant ses études au MIT, qui n'est autre que le super hacker sous les verrous actuellement aux États-Unis, alias Nick Hathaway. Voilà, et ça c'est le personnage de Chris Hemsworth. Donc, eh bien oui, solidarité masculine. Et bien du coup, il profite de l'occasion, voilà, pour faire deux choses. C'est-à-dire partir à la recherche, et ben du coup, du point d'origine, donc c'est-à-dire qui a pu hacker en fait la centrale nucléaire et dans quel but. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et de deux, il demande expressément en fait de pouvoir bosser et d'avoir comme consultant en fait donc Nick Hathaway, qui est l'auteur en fait du bout de code qui a été utilisé. Voilà, ça c'est le point de départ. Et donc dans cette super team, il recrutera sa propre sœur, voilà, parce qu'elle-même aussi a des compétences en fait dans la cybercriminalité. Et à côté de ça, les États-Unis vont constituer une équipe composée de Viola Davis, qui elle est en charge en fait du département de cybercriminalité américain. Voilà. Et les rejoindront le ranger Jessup, qui lui va s'occuper en fait de surveiller Nick Hathaway. Voilà. Donc ça c'est le point de départ. Donc cette super équipe va alors de péripétie en péripétie, donc se rapprocher de plus en plus du Black Hat derrière en fait la catastrophe de la centrale nucléaire hongkongaise. Alors pourquoi on parle de Black Hat et pas de hacker? Donc alors sachez, voilà, dans le jargon, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que ça a été retitré en France, hein, parce que ça demandait un effort de compréhension. C'est-à-dire que quand on fait du hacking, généralement on hack pour la gloire en fait. Voilà. Donc ça c'est la philosophie en fait, hein, qui est venue avec les débuts d'internet, hein, le côté open source, etc. Donc quand on hack, c'est pour dire j'ai réussi à faire ça pour la communauté. Voilà, il y a le côté défi, non pas le côté gain. Voilà. Le Black Hat, lui, c'est un hacker qui les apparats de hacker pour la communauté va dissimuler, on va dire, un objectif personnel, c'est-à-dire se faire du blé. Voilà.
Donc c'est ça le côté black hat, chapeau noir. Voilà, donc ça vient du western. Voilà, c'est la référence en fait qui est utilisée aux États-Unis pour appeler ces hackers-là. Donc on va dire que on pourrait comparer ça à, donc le hacker, ça serait le Jedi, et le black hat, c'est le Sith en fait. Voilà. Et donc du coup, on a bien donc ce côté-là de la mince frontière entre le bien et le mal utilisé par Michael Mann. C'est-à-dire que dans Miami Vice, on a un flic qui est infiltré chez les narcotrafiquants. Voilà. Et là, on utilise quoi ? On utilise un hacker pour s'infiltrer et remonter la source d'un black hat. Donc en fait, la frontière est mince. La frontière est mince à ce niveau-là, et on retrouve déjà d'entrée de jeu un des thèmes de prédilection de Michael Mann. Alors, ce qui a pu poser problème lors de la réception de ce film, c'est qu'on a Tyler Rake dans le rôle d'un hacker. Voilà, donc on savait, bon, on va plutôt résumer, on a Thor dans le rôle d'un hacker. Et tout le monde à l'époque avait c'est pas possible. Voilà. Alors, ça, c'est sous-estimer un réalisateur comme Mann. Donc, si il prend une armoire à glace comme du coup Chris Hemsworth pour incarner son hacker, ça veut peut-être dire qu'il s'est inspiré d'un personnage existant, ce qui est le cas. Voilà, ce qui est le cas. Et bien entendu, il faut aller à l'encontre du cliché de base. Donc, c'est-à-dire que le hacker, le vilain hacker, n'est pas forcément un adolescent attardé, boutonneux, qui vit dans la cave de ses parents et qui souhaiterait dominer le monde. Voilà. Donc, parce qu'il a pas de copine. Voilà, c'est pas... Enfin, voilà, ça c'est un cliché. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'on va à l'encontre du cliché. Voilà. Donc déjà d'une, on peut annuler cette mauvaise réception au niveau de la figure principale, parce que ça c'est ce qui a pu, si vous allez fureter un peu sur le net, vous verrez que de super critiques français chez Le Point, chez Humanité, toutes ces conneries, on dit voilà, on a tort dans le rôle d'un hacker, ça marche pas, et si ça marche, parce que la réalité est comme ça. Donc voilà, donc déjà il y a ce côté-là qui a créé une mécompréhension, et les gens se sont de suite dit, voilà, oui, lui il met Chris Hemsworth dans le rôle d'un hacker, parce qu'au final il va dégager, et c'est ce qui se passe dans le film, à un moment donné on va rentrer en fait un peu dans le mode action, et donc du coup c'est bien d'avoir un personnage, un acteur comme Chris Hemsworth pour pouvoir se fondre dans des fusillades, etc. Donc c'est vrai que déjà il y a une mésentente avec dans la réception par rapport à l'acteur principal, ce qui est complètement con en fait, parce que jamais personne n'a remis en question le fait que Al Pacino soit en tête d'une super brigade de criminalité alors qu'il fait moins d'1m70 et vous voyez ce que je veux dire. Donc à un moment donné, chaque personne n'a jamais remis en cause cette chose-là. Donc ce qui est intéressant dans ce film-là, parce que l'idée, c'est pas non plus, pour ceux qui ne l'ont pas vu, alors j'imagine que si vous m'écoutez, vous l'avez vu, c'est pas non plus de rentrer trop dans le détail. À noter que dans ce film-là, on pourrait le considérer comme un best-of de la carrière de Michael Mann. Donc c'est-à-dire que le personnage de Nick Hathaway fait écho au personnage du Solitaire, comme il fait écho au personnage de Neil McCauley, donc c'est un détenu. C'est un ancien détenu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà aussi tout un travail, donc ça on peut le voir aussi dans les bonus qui sont liés à l'édition Blu-ray, la simple édition Blu-ray qui est sortie chez Universal, que comme à son habitude, Michael Mann n'hésite pas à envoyer du coup Chris Hemsworth en prison pour s'imprégner des codes des prisonniers. Donc il le met en cellule, et il y a de la préparation physique et mentale sur son personnage. Il y a énormément d'à côté. Il le dit lui-même, Chris Hemsworth. Il n'a pas eu l'habitude d'avoir autant de off autour de son personnage, ce qui n'apparaît pas à l'écran. Et c'est ce qui manque, de toute manière. Ça, je l'avais dit déjà dans les précédentes vérifs sur les films de Michael Mann. C'est ce qui manque aujourd'hui. Il n'y a pas de background, en fait. Il n'y a pas de background sur les personnages. Voilà, on peut prendre, si on devait comparons deux personnages interprétés par Chris Hemsworth, donc le personnage de Nick Hathaway et celui de Tyler Rake. Tyler Rake, son background se limite à boire de la 8-6 chaude dans une cabane parce qu'il y a un tout petit enfant qui est mort et que j'ai pas pu l'aider. Voilà, c'est ça le background en fait.
Voilà. Donc, alors même si Tyler Rake, je l'aime avec un plaisir coupable, c'est quand même de la merde hein, en termes d'acting et de background hein, du personnage principal. Donc voilà, donc il y a tout un pathos que le personnage véhicule et il arrive à retranscrire en fait l'inspiration de Michael Mann sur le hacker en question. C'est-à-dire que ce hacker bodybuildé, voilà, il en parle hein, dans le making-of, qui musclait à la fois sa tête et ses bras en fait. Et c'est ce qu'on retrouve en fait hein, dans le film. Hein. C'est un personnage complet et d'ailleurs on voit même une scène d'un hacker qui représente en fait toutes les thématiques traitées dans le solitaire et de toute manière au final que ce soit en 2015 ou à la fin des années 70 le thème est le même hein. Si on prend Comme un homme libre et hacker ça parle de quoi? Ça parle de liberté et de détention et de qu'est-ce qu'on fait de son temps en fait hein. Donc effectivement lors d'un plan où Nick Hathaway négocie en fait son extradition et on va dire plus ou moins sa liberté conditionnelle, on le remet en cellule, on le met littéralement à l'isolement. La première chose qu'il fait, c'est commencer en fait à s'approprier l'espace restreint et à faire de l'exercice physique. Voilà. Donc il s'évade. Et c'est vrai que c'est ce qu'on pouvait retrouver déjà dans les thématiques en sous-main, notamment au niveau des ex-dollars. C'est pour ça que Neil McCauley ne veut pas retourner en prison, pour pas qu'on ne lui prenne en fait la seule chose à laquelle il tient, c'est au final sa liberté de penser et sa liberté d'agir. Oui, je sais, c'est 2022, c'est le début, c'est le mois de janvier, et tout ça est profond. Donc voilà. Donc ce film-là, Hacker, je le trouve magnifique. Il poursuit le travail déjà entamé en fait sur Miami Vice, hein, donc multiplicité des lieux, tournage à l'épaule, lumière naturelle. Enfin, en tout cas, moi je n'ai jamais été à Hong Kong, ça me donne envie d'y aller. Donc voilà, il a une manière en fait de filmer les lieux, c'est impressionnant. Voilà, c'est impressionnant. Je pense notamment, comme d'habitude chez lui, il y a des. Alors, je vais pas parler des morceaux de bravoure, je vais parler d'instantanés, de plans, de plans qui méritent à eux seuls en fait la vision du film. Je pense au tout début, hein, à cette sortie d'Hathaway qui a été enfermé pendant une dizaine d'années. Et son pote vient le chercher et on a ce plan là en fait où la caméra passe légèrement derrière lui et il se retrouve quasiment seul à marcher en direction de l'avion sur le tarmac. Il y a quasiment que lui, hein, il va rejoindre en fait ses camarades et il laisse traîner son regard en fait à l'horizon et en un plan on comprend qu'il est passé de 10 années de vie dans 3 mètres carrés et là c'est la liberté presque étouffante en fait. Et ça, il n'y a pas un putain de dialogue pour le souligner. Ça se comprend visuellement. Voilà. Donc, ça c'est le cinéma, en fait. C'est le cinéma. Donc, en un plan, c'est-à-dire une musique, un cadrage précis épaule, un léger mouvement décentré, un regard sur la droite, hein, qui sous-entend le hors-champ et le vide, en un plan, en 2015... Michael Mann signifie beaucoup plus que 2h40 d'une production Marvel en un plan. Voilà. Ça c'est le cinéma, le reste je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, une démo de quelque chose en fait qui est en roue libre, mais voilà la différence, voilà pourquoi il est bon en fait de revoir ces choses là. Et ce qui est fou, c'est que, mais ça on en parlera, hein, c'est que Black Hat c'est un bid, hein. C'est un bid historique. Black Hat c'est un bid historique. Et la même année, c'est Jupiter Ascending, et pareil, c'est un four. Voilà. Et ben, année 2015, vous prenez Jupiter Ascending, Black Hat, c'est peut-être les 2 meilleurs films de ces 5 dernières années, en fait. Voilà. Donc de 2015 à 2020. Voilà. Et voilà. Et je sais pas ce qui s'est passé en 2015, peut-être que les gens étaient, passés à côté. Voilà, les gens avaient pas envie de voir ça, en fait. Voilà, donc je pense. Hein. Mais voilà, en un plan, il se passe rien, hein. Enfin, il se passe rien. J'ai envie de vous dire, il se passe rien, il se passe énormément de choses en pas longtemps, en fait. Hein. Donc, on retrouve
Il y a une romance aussi hein, là-dedans. Et putain, je sais pas moi comment dire ça. Hein. Alors peut-être que c'est moi hein, qui suis perméable à ça. Il a une manière de filmer en fait les relations hommes-femmes, la séduction qui peut s'installer en un regard, mais sans dialogue, bordel. Et pareil, hein, ça fonctionne. Tu te poses pas une seule question, t'es pas là en train de dire « Ah, mais c'est ridicule ». C'est 100 fois plus bandant, voilà, que n'importe quelle comédie romantique qui est censée te vendre ça, en fait. Voilà. Donc pareil, voilà, le mec a 70 piges hein, quand il fait ça, bordel. Et il arrive toujours à te montrer... Et puis c'est l'écho aussi de... Le film est en mouvement perpétuel, en fait. Les personnages sont en mouvement perpétuel, ça bouge tout le temps, et c'est dans l'action, en fait, que les liens se créent. Donc voilà, je pourrais disserter pendant 2 heures sur le lien qui unit, en fait, hein, le personnage de Tanguay et de Chris Hemsworth, mais voilà, ça sera à vous de le voir, c'est encore une fois le travail suivi qui avait été commencé dans Miami Vice et qui est poursuivi en fait dans ce film-là. Et je dis pas qu'il est achevé, je dis il est poursuivi. Voilà. Il y a d'autres plans aussi qui, enfin moi je sais quand je l'ai vu, c'est à noter aussi que c'est un film post 11 septembre. C'est un film post 11 septembre et ça se voit en fait dans l'urgence, dans l'immédiateté, dans le danger en fait, hein, qui retranscrit. C'est un film qui alerte aussi, hein, quelque part. Parce que le travail de documentation est tel que ce qui vous est montré dans le film n'est pas stupide. Hein. On n'est pas dans Traque sur Internet, l'affaire Pélican et tout ça. Ce qui vous est montré ici est vérifiable. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de faute, il y a pas de faute sur ce n'est pas possible ou pas. Donc effectivement, ce qui plaît dans ce film-là, c'est qu'en fait au final, le côté techno-thriller, donc le côté tech, en fait va nourrir une intrigue de polar. Et ce n'est pas un polar avec de la technologie à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, et c'est ce qu'on lui a reproché, c'est de dire « Oh, bah, oui, il traite de hacking, mais au final, il y a des fusillades et tout ça, et puis on délaisse l'ordinateur. » Mais parce que c'est comme ça. Parce qu'au final, l'histoire du film, c'est une traque. Donc, et c'est pour ça aussi ce qu'on lui a reproché, cette espèce de plan en CGI, où on voit un aller-retour en fait de la personne qui envoie le bout de code à l'autre bout du monde, on voit l'aller-retour du coup des données, et on lui a reproché en fait ce côté un petit peu gadget de montrer le signal qui va à droite et à gauche, voilà. Donc qu'on envoie pour essayer de, on va dire, de donner corps à une action qui est anti-cinématographique. Donc effectivement, oui, il faut lui donner du corps. Donc t'as pas trop le choix, mais ce que les gens ont pas pigé en fait, c'est que cette introduction-là, l'aller-retour, ben, en fait, c'est clairement ce qui va se passer dans le film, en fait. C'est clairement la traque qui est annoncée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui appuie sur un clavier au bout, et Hathaway décide d'utiliser 2 modes pour le traquer. C'est-à-dire que c'est de le repérer sur le net et d'aller le chercher dans la vraie vie, en fait. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'un hacker, dans la vraie vie, si vous regardez un peu des documentaires, vous vous documentez, voilà, on l'attrape pas avec un bout de code. C'est-à-dire on le repère et après on va le chercher physiquement. Donc c'est ce qui est montré à l'écran. Et généralement, pour mener des opérations en fait internationales comme ça, comme je le redis, c'est pas un petit geek boutonneux qui fait ça. C'est une organisation criminelle. Et qui dit crime, dit quoi ? Dit mort, dit meurtre, dit arme, dit danger. Donc voilà, donc c'était logique, donc c'est intelligent. Donc là, à ce niveau-là, Mann renouvelle en fait son propos, même si, de toute manière, je l'avais déjà expliqué, un auteur a ses obsessions, et au final, il ne fait que réitérer le même film. Donc au final, vous prenez à cœur ces hits mélangés avec le solitaire et tout ça, c'est... Ben oui, donc de reprocher à un auteur de faire le même film, c'est comme de reprocher à Tim Burton de faire un film sur les Freaks. Au bout d'un moment. Donc après, s'il le fait mal, d'accord, mais ayez l'honnêteté intellectuelle de me dire que les scènes de fusillade et que le cadrage de de Black Hat est mauvais. Dites-moi ça. Argumentez-moi ça. Voilà. Personne en ce bas monde n'est capable de dire ça. Voilà. Donc, de dire que c'est pas un Mann majeur, ça c'est possible. Voilà.
Donc ça touche pas le firmament comme pourrait le faire It. Mais ça n'en fait pas un mauvais film. Vous voyez la nuance ? Donc c'est-à-dire que c'est pas un Mann mineur, il est pas majeur, mais un film de Michael Mann enfoncera toujours la prod entière de Polar des 2 ou 3 ans dans lequel il s'inscrit dans sa sortie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je veux dire, si on devait faire un parallèle, voilà, c'est pareil. Si vous prenez les Chicago Bulls de la grande époque, vous avez Scottie Pippen et Michael Jordan. Voilà. Michael Jordan enfonce Scottie Pippen. Mais Scottie Pippen n'est pas un mauvais joueur de basket, c'est l'un des meilleurs au monde. C'est le numéro 2, mais pourquoi ? Parce qu'il a pas de chance, parce qu'il joue avec Michael Jordan. Voilà. Quand il n'y a pas de Jordan, voilà, si vous regardez l'histoire de ce sport, voilà, quand il n'y a pas de Jordan, qui est à la retraite, Scottie Pippen, il envoie du bois. Et oui, mais il a toujours envoyé du bois. Mais il a eu l'intelligence d'être le numéro 2. Voilà. Donc effectivement, tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire, en fait ? C'est comme quand John Carpenter sortait, enquillé, film sur film, et qu'il mettait tout le monde à l'amende. Voilà. Tu peux rien. À un moment donné, le mec a tellement de level que, ben voilà. Donc lui, voilà, Michael Mann est en compétition avec lui-même. Donc c'est-à-dire qu'on le compare à ses précédents films. On le compare pas aux films qui sortent à la même période. Vous voyez la nuance ? Donc c'est pour ça que Hacker, voilà, donc que le côté technologique hacking ne vous parle pas. Après, en termes de pur thriller, de pur polar, ça se pose là. Alors, ça se pose là à quel niveau ? Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Donc je parlais que c'était un film post-11 septembre. Putain, il a réussi, j'en ai presque des frissons de vous dire ça de ce moment-là, il a réussi, comme l'a fait Spielberg avec La Guerre des Mondes, à capturer ce sentiment que nous, occidentaux, ne pouvons comprendre, en fait. C'est-à-dire qu'on a tous vécu le 11 septembre à travers les images choquantes qu'on a pu voir au niveau des news, mais on n'est pas new-yorkais, en fait. On n'est pas américain, donc on peut pas comprendre. Et en l'espace d'une phrase et d'un putain de plan, de nouveau, il te fait voyager, et je l'avais oublié, pourtant je l'ai vu plusieurs fois, et c'est le personnage de Viola Davis, et voilà, elle fait une allusion, le personnage de John Ortiz lui dit d'arrêter en fait cette enquête, parce qu'elle va trop loin en fait, à un moment donné elle va franchir la limite, et elle lui dit, en une phrase, elle lui dit oui, mais si t'avais eu le moyen, en fait, de pouvoir empêcher, en fait, ce genre de choses par rapport au septembre, tu l'aurais fait. Et lui dit, en fait, dans le dialogue que oui, il y a son mari, il comprend l'implication, il y avait son mari hein, dans l'une des tours, voilà. Donc il dit le mot tour, voilà. Et un peu plus tard dans le film, bon voilà, ça sera le seul spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est pas, voilà, je tairai hein, les autres spoilers plus importants. Bon, celui-là, c'est un personnage. Lors d'une fusillade qui tourne mal, voilà, elle essuie en fait, elle est un des dommages collatéraux. Et en un plan, elle tombe à la renverse, voilà, et elle regarde une des tours de Hong Kong. Et en un plan, on comprend énormément de choses. Voilà, on comprend énormément de choses. On comprend que c'est la symbolique en fait du 11 septembre et de l'incapacité, voilà, de regarder quelque chose qui n'existe plus et aussi de rejoindre en fait son époux qui est mort dans la tour. Vous comprenez tout ça en un plan, voilà. Donc effectivement, ce film fait, il y a de l'émotion. Il y a constamment de l'émotion. Et on est pris, on est surpris, voilà. Donc je passerai sous silence certaines scènes, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, mais il y en a une notamment, ouais, tu la vois pas venir en fait, voilà. Et quand ça arrive, tu fais ah putain, il m'a eu comme un bleu. Après, au niveau, il y a comme dans Shackman une méga fusillade et enfin voilà, hein, là son terrain de jeu c'est Hong Kong, hein, donc il s'amuse comme un petit fou hein, dans les décors naturels. Hein. On apprendra même que certains décors très atypiques hein, ont été décidés quasiment pendant les repérages en fait. Hein. Donc voilà, il a bousculé un petit peu le scénar pour adapter à ce qu'il avait vu. Donc énormément de figurants. 2 personnes en fait de Jakarta, quand ça se passe à Jakarta ou à Hong Kong. Donc on a vraiment cette volonté de se mélanger en fait et d'utiliser vraiment le décor naturel, donc ça il n'y a que lui hein, qui est aujourd'hui capable de le faire.
Donc effectivement, là-dessus, on retrouve cette fusillade et on a ce moment final où, pareil, hein, on a reproché ça au film. Donc pareil, sans trop en dire, on a le personnage de Chris Hemsworth qui, lors d'un affrontement final avec l'un des bad guys, quand il a remonté un petit peu la filière, lui donne rendez-vous voilà, lors d'une cérémonie en Indonésie, voilà, très très visuel. Et pour y aller, en fait, moi j'ai découvert ça avec le film, hein, et alors, après j'ai creusé hein, pour voir d'où ça venait, c'était original. Et en fait, comme c'est quelqu'un qui a vécu en prison, en fait, il se prépare comme un prisonnier lors d'une, on va dire, d'une promenade où il sait en fait qu'il est attendu. Donc il prend des magazines qu'il se scotche, en fait, des magazines bien épais qu'il se scotche en fait sous le t-shirt et sous le blouson pour se fabriquer un gilet pare-balles de fortune. C'est vas-y, je passe des tournevis à la meuleuse et que je me les scotche dans les avant-bras sous le manteau et je me mets une serviette bien nouée autour du cou pour prévenir les coups de couteau autour du cou. Quand tu vois ça, moi j'avais jamais vu ça nulle part en fait, hein. Quand tu vois ça, il y a un travail en fait d'implication de l'acteur et de recherche qui fait écho à tout ce que fait Mann depuis le début, et ça donne une scène visuellement magnifique, et ouais, c'est du pur polar, quoi. C'est du pur polar. Je comprends pas. Je comprends pas que ce film-là soit un mal-aimé. Je peux comprendre que... et encore... Oui, je peux comprendre que t'adhères moins à Révélation The Insider, qui est plus on va dire un film d'enquête, un peu plus... Et encore... il arrive à rendre ça palpitant, alors que bon, c'est plutôt une enquête pantouflarde hein, sur le papier. Mais voilà, je comprends pas pourquoi. Je pense qu'en fait, c'est une mauvaise association de variables. Donc qu'elle soit Chris Hemsworth, la période dans laquelle il est sorti, le fait que les gens ne s'intéressaient pas forcément au sujet qui était traité. Je comprends pas. Donc, voilà, c'est comme un peu Jupiter Ascending. Voilà. Donc au niveau de la musique, à noter qu'on a 3 compositeurs attitrés qui fera un melting pot. Hein. C'est peut-être sa BO, alors ça reste toujours dans une lignée très typée Tangerine Dream, etc. Mais peut-être sa BO peut-être la moins efficace, même si elle marche bien. C'est signé Harry Gregson Williams et Atticus Ross et Leopold Ross. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est un carnage en box-office. Hein. Donc je vous avais dit que le film avait coûté 70 millions de dollars. Il en rapporte 17, hein, quoi. 17, hein, bordel. Hein. Donc 70 millions de dollars, vous comptez le budget promo et tous les partenariats passés. Bon, on va dire que c'est un peu plus de 100 millions de dollars et le truc il en rapporte 17. Hein, vous imaginez la douche. Hein. Donc à partir de là, c'est la traversée du désert. Hein. Traversée qui va c'est un peu un parcours à la John Carpenter au final, hein. Sauf que heureusement il a eu droit à des succès et des reconnaissances entre temps, ce que n'a pas eu Carpenter, hein. Mais là Michael Mann, là ça fait quelques années qu'il revit la même situation qu'il a vécu après La Forteresse Noire, hein. Donc c'est à peu près ça l'idée, hein. Donc il devait revenir sur une adaptation biographique un peu façon Ali, mais sur la vie d'Enzo Ferrari. Et c'est pas lui qui le fera. Hein. Son Ford versus Ferrari deviendra Le Mans 66 par James Mangold, hein, et avec l'acteur qu'il avait casté, hein, qui était Christian Bale. Hein. Donc ça sera quelqu'un d'autre qui fera le film. Et lui, il est où, Michael Mann, aujourd'hui ? Alors déjà, il a écrit un bouquin préquel de Hit. Qui sort cet été en fait, hein. Donc alors je ne sais pas quand est-ce qu'il sera traduit, s'il sortira en même temps en France, mais donc il sort ce bouquin là et il a déjà annoncé qu'il souhaiterait l'adapter au cinéma, donc à voir. Après c'est possible dans le sens où les sœurs Wachowski ont bien réussi à faire un quatrième, enfin Lana Wachowski précisons a bien réussi à avoir un budget pour faire un 4e Matrix. Donc bon, s'il s'agit d'un préquel de Hit, il y a de fortes chances que du coup Mann ait peut-être de nouveau la confiance du studio
parce que forcément il y a un nom prestigieux derrière. Bon, sachant que j'espère, non mais je pense pas qu'il soit capable de faire ça. J'espère qu'il optera pas pour ce qu'a fait du coup Martin Scorsese sur The Irishman. Hein. J'espère qu'il va pas nous rajeunir numériquement Robert De Niro. Non, je pense pas qu'il soit aussi taré pour faire ça, parce que alors là franchement je signe pas moi à ce niveau-là. Donc bon, ça c'est pas sûr, et par contre ce qui est sûr, c'est qu'on le retrouve en tant que producteur exécutif et réalisateur du pilote d'une série HBO Max, roulement de tambour, qui s'appelle Tokyo Vice, starring Ken Watanabe. Eh ben, j'ai envie de vous dire, la boucle est bouclée. Hein. Qu'est-ce qui a sauvé Michael Mann dans les années 80 suite au four de la Forteresse Noire ? Une série qu'il a créée avec Anthony Yerkovich qui s'appelait Miami Vice. Et là, on le retrouve sur HBO Max derrière une série, et c'est pas un retitrage, hein, qui s'appelle Tokyo Vice, voilà, avec Ken Watanabe. Donc j'ai envie de vous dire que c'est encore une nouvelle fois, je pense, la télévision qui va lui permettre de rebondir. Et je suis très 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 curieux de voir ce qu'il va faire, s'il en a encore sous la pédale. Hein. Parce que le monsieur, il a 70 ans bien tapés, hein. On est plus proche des 75 que l'inverse. Hein. En même temps, regardez Clint Eastwood. Hein. On va dire que les diamants sont éternels, hein, pour faire une allusion à James Bond. Donc effectivement, moi je suis curieux de voir ça, et bon, le problème c'est que c'est sur HBO Max, et HBO Max, on n'est pas prêt d'avoir ça en France encore pour 2022, donc c'est derrière le piratage qu'il faudra se tourner, ou peut-être que ça sera disponible sur Prime, ou un partenariat via Canal Play, j'en sais rien. En attendant, l'avenir est plus qu'incertain pour Michael Mann, et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage, parce que d'une, c'est l'un des meilleurs réalisateurs encore vivants à l'heure actuelle. Je dis réalisateur toute nationalité confondue. Voilà, c'est peut-être le meilleur. Derrière, il y en a quelques-uns qui le talonnent, hein, mais ils sont loin derrière, donc c'est peut-être le meilleur, et il tourne plus. Et son dernier film n'était pas une daube, en fait, hein, et c'est vraiment dommage. Donc j'espère qu'au travers de cette première vérif de l'année 2022, de la saison 3 du podcast de 7ème Dimension, ça vous a donné envie de revoir Black Hat, ou même de le voir directement. Donc achetez-le, récupérez-le en Blu-ray, donnez des sous à la Universal et à Michael Mann pour leur montrer que voilà, effectivement, ça a trouvé son public, hein, même si ça l'avait pas trouvé en salle. Et nous, on se retrouve assez rapidement. Alors déjà, pour une version longue du podcast qui va être dédiée à Monsieur Wick, voilà, donc Monsieur John Wick, donc à la trilogie de John Wick, et on parlera peut-être de ce qui est prévu pour le 4e épisode, voilà. Donc comme ça, au moins, j'aurais bouclé les 2 sagas de Keanu Reeves. Certains vont me dire, pourquoi tu fais pas la saga Bill and Ted ? Faut pas déconner non plus, les amis. Donc on se retrouvera là-dedans, et puis derrière, moi je vais continuer à enchaîner les vérifs des films de Michael Mann, et peut-être que je me ferai un ou deux Lucio Fulci, un petit Loup-garou de Londres. On va voir les joyeusetés que je pourrais glisser à travers ce programme. Et il est temps de conclure cette nouvelle vérif pour cette nouvelle saison et pour ce début d'année 2022. On n'oublie pas, 7ème Dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre, bordel. Merci pour votre écoute.
le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7e dimension en mode podcast.